sommes engagés. Public. Bienvenue aux engagés publics. Je suis un petit peu mêlé avec mon live. C'est pas grave, ça commence quand même bien. Merci beaucoup d'être à l'écoute. On est vraiment excités d'être en live encore une fois pour notre deuxième live aux engagés publics. Évidemment, je suis pas seul. Ce soir, on est en compagnie de LP. Salut LP. Salut Denis. On est aussi en compagnie de Viviane Martinova-Croteau. Bonjour Viviane. Salut Denis. Et nous sommes en compagnie de l'ineffable Ronnie. J'ai tout le temps un qualificatif que je connais pas pour parler de Ronnie. Salut Ronnie. C'est le même que t'as dit la dernière fois, salut Denis. Ah oui, c'était le même l'autre fois. C'était ineffable aussi. On a cherché c'était quoi après. Bon, ben écoute, on va y aller comme ça. Je serais supposé de retourner en temps normal à mon espèce de petite intro puis tout ça, mais la musique est finie puis on s'est amusé un peu comme ça. C'est bien correct. Allons-y avec les sujets du jour. Aujourd'hui, on va parler de toutes sortes de trucs. On va parler du chèque de 500 piastres. On a hâte d'avoir nos chèques de 500 piastres. On va parler de la gifle en pleine face. Je pense que Ronnie va être assez intense là-dessus. Il va nous entretenir un petit moment. Il va même peut-être trouver des analogies pour la gifle. Peut-être qu'on va trouver la gifle à 500 piastres. Et on va parler encore, évidemment, c'est encore la guerre en Ukraine. Il n'y aura pas beaucoup de blagues à faire là-dessus. Mais on va pouvoir aussi parler de tout ça. Évidemment, on est live avec vous tous. Vous pouvez venir nous poser des questions, interagir, réagir dans le chat. Vous êtes les bienvenus. Donc, on est sur Facebook. Je pense que vous le savez. De toute façon, en ce moment, si vous nous écoutez, c'est parce que vous êtes sur Facebook. On n'est pas encore sur YouTube en même temps, de toute façon. Peut-être un jour sur Twitch. Ça serait intéressant d'explorer Twitch. Moi, aujourd'hui, je suis en direct du nouveau studio Engagé Public de Québec. Le studio, regardez, je vais vous le montrer. Là. J'ai mon petit piton ici qui vous permet de voir, vous voyez. Bonjour tout le monde. Je suis en direct du studio Engagé Public où on a aussi, vous voyez ici, un espace. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir accueillir Benoît aujourd'hui dans cet espace-là. Malheureusement, Benoît n'a pas pu être présent pour notre épisode de ce soir. Qu'à cela ne tienne, comme on dirait à l'épicerie, on est en compagnie de gens formidables. Donc, je reviens vers vous, mes chers collaborateurs. On est ici avec la vue à 4 pour nos différents sujets, tous nos différents sujets, puis voir aussi où nos auditeurs vont nous amener ce soir. On va commencer avec la politique provinciale. Après avoir été relativement épargné par les grandes vagues, là, en fait, on va parler de toi, LP. On n'aura pas le choix de regarder de ton côté parce que tu es maintenant un nouveau Gaspésien. Tu habites en Gaspésie depuis combien de temps, là? 2 mois à peu près. 2 mois, puis premier constat, premières impressions? Je suis bien content. Puis, il neige pas mal plus. À part de ça, qu'est-ce que j'ai vu comme différence? Là, vous avez la COVID plus que le reste du Québec, en tout cas? Ouais, c'est ça. Là, d'ailleurs, en parlant de ça, là, en tant que, je sais pas trop, nouveau régionaliste, ou je sais pas trop, mais j'ai bien trouvé ça drôle, là, les propositions de peut-être qu'il faudrait maintenant mettre des restrictions qui s'appliquent juste à certaines régions et pas à tout le Québec. Là. Mais là, quand c'était Montréal, qui avait Montréal puis Laval là, qui était dans la marde, il fallait mettre ça à grandeur. Là, la représentante de Montréal, ici, vote pour. Oui, c'est ça. C'est votre tour! C'est votre tour à Gaspésie. On va-tu pouvoir quand même tout aller saccager vos plages cet été? Je suis un petit peu inquiet, là. Oui, espérons-le. Pas recevoir avec une brique personnelle. Mais en fait, si tu veux venir à la plage, elle est déjà là, elle bouge pas l'hiver. T'as juste besoin de venir. Puis... OK. Je m'amuse, vraiment, j'essaie mes différentes vues. Bon, aujourd'hui, côté provincial, on va aussi parler de la pénurie de main-d'œuvre. Je sais pas. En fait, LP, c'est le fun que tu sois là. C'est toi qui fais les notes. Fait que je vais pouvoir directement, non seulement t'interpeller dans le vide comme je fais d'habitude, mais je vais pas même te demander directement pourquoi t'as mis la pénurie de main-d'œuvre dans les sujets d'aujourd'hui. Je trouvais que en ce moment, il y a comme une convergence de plusieurs points.
Tu sais, là, c'est sûr qu'on sort un peu de la COVID, puis je pense que on commence à remarquer de plus en plus cette pénurie de main-d'œuvre-là. Puis, tu sais, autant que pendant la pandémie, il y a beaucoup de choses qui étaient arrêtées. Là, tout recommence, mais on n'a pas nécessairement autant de facilité à avoir des travailleurs étrangers. Puis, on s'entend que la pénurie de main-d'œuvre, c'était déjà un problème avant la pandémie. Fait que là, on arrive à un point où on a peut-être justement une force de travail qui est comme moins prête à aller au travail. En tout cas, il y a un maudit de paquet qui veut rester chez eux. C'est un méchant choc de sortir du télétravail. Hein? Oui, ben, on se retrouve un peu dans cette situation-là. Puis là, en même temps, ben là, tout le monde veut que tout reparte. Puis, tu sais, surtout dans beaucoup de secteurs qui ont été arrêtés, il y a du monde qui a été obligé d'aller faire autre chose. Comme la restauration. Dans la restauration particulièrement, oui, c'est ça. Écoute, regarde, on va y revenir. On va en parler tantôt. Je me demandais juste pourquoi tu me sortais ça là. J'essayais de trouver le lien avec l'actualité, mais ton lien est super intéressant. Dans son dernier budget, le gouvernement propose de donner 500$ à tous les Québécois qui déclarent faire moins de 100 000 $. Donc, on va pouvoir en parler. Et le gouvernement annonce aussi des sommes pour la santé en parlant d'une refondation du système de santé. Celle-là, je l'aime parce qu'elle est originale. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une promesse de refondation du système de santé à quelques mois des élections. Vas-y, Ronnie, qu'est-ce que... Non, est-ce que j'ai juste dit en 3 ans en plus, puisqu'ils ont dit d'ici 2025, on va avoir mis ça en place. Mais tu sais, c'est le fun de voir comment est-ce que cet élément-là revient régulièrement aussitôt qu'il y a question d'élection, la refondation du système de santé. Est-ce qu'on y croit pour cette fois-ci? Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Viviane, déjà, toi, au point de vue du système de santé, est-ce qu'il y a est-ce que tu as un petit peu d'espoir? Je m'excuse à tous mes amis de Québec solidaire, mais oui, j'ai un petit peu d'espoir. Je m'excuse parce que je trouve que, tu sais, Attends, excuse-moi, là. Tu t'excuses parce que tu vas être... C'est ça. Je sors totalement de la partisanerie, là. J'ai quand même... j'ai trouvé ça intéressant à plusieurs égards. D'abord, t'as raison. Oui, c'est une promesse qui est constamment sortie par pas mal tous les partis en période électorale de dire on va réparer le système de santé, c'est complètement brisé. Tout le monde sait tous les problèmes qu'il y a dans le système de santé, mais il y a plein de patchs qui ont été appliqués, la réforme Barrette la plus récente, et puis on se retrouve quand même avec les mêmes problèmes fondamentaux, structurels qu'on a dans le système de santé. Parfois, on fait des choses, comme dans le cas de la réforme Barrette, qui les empirent. Donc, c'était un problème éternel. C'est un monstre, le système de santé. C'est la plus grosse partie du budget du Québec qui est engloutie là-dedans. Donc, c'est-à-dire, c'est le poste budgétaire le plus important, là. C'est une machine immense et complexe. Puis, j'ai de l'espoir. Puis, je sais pas si c'est parce que les chroniques que j'en ai entendues ont toutes été assez positives, mais c'est surtout que c'est présenté comme un plan qui est assez modeste, qui ne fait plus des nouveaux rapports puis des nouvelles commissions. C'est surtout ça qui est important parce qu'à chaque fois, ça part de « on va faire une nouvelle commission puis on va trouver des idées ». Les idées ont toutes été mises sur la table. Il y a beaucoup d'idées pour réformer le système de santé. Puis le ministre Christian Dubé prend acte de ça puis il dit « je prends les idées qui, selon lui, semblent les meilleures, puis on va les mettre en place. » Puis semblerait-il aussi que c'est un plan qui est modeste, c'est-à-dire qui est assez raisonnable. Je pense qu'il fait des pas en avant par rapport peut-être à la rémunération des médecins, par rapport à l'organisation des soins à domicile. Certaines choses, c'est sûr qu'il fait pas, je veux dire, d'un point de vue de la gauche, c'est sûr qu'il se rend pas jusqu'au bout de ce qu'on voudrait, jusqu'au bout de sa réflexion, mais il y a quand même de l'espoir là-dedans. Puis je pense que Christian Dubé, c'est une personne qui a les compétences. Il voulait vraiment être ministre de la Santé. On se rappelle, pendant les conférences de presse, c'est-à-dire au début de la pandémie, la ministre, dont le nom m'échappe, Danielle Mécan, merci, qui était... J'ai eu une bulle de cerveau. On se demandait tous pourquoi qu'elle avait été
tassée finalement là, du ministère de la Santé alors qu'elle avait fait un travail acceptable dans les circonstances. Mais tout le monde savait que Christian Dubé voulait ce poste-là. Puis là, ben, on voit, il propose probablement ce pourquoi il voulait être là. Je vais en profiter pour faire un pont vers un petit saut dans le chat. Il y a Alexandre Gervais d'ailleurs qui nous salue tous. Salut Alexandre, qui va un peu dans le même sens. Pour ça, j'en profite pour le placer maintenant. Alexandre nous dit qu'on n'a pas vraiment le choix de croire à une amélioration du système de santé. En tout cas, il dit si on y croit pas, de toute façon, on s'en va tout vers un mur. On va manger une claque avec le vieillissement de la population, entre autres. Il dit on doit tous aller dans le même sens dans ce côté-là. Puis je trouve, ça allait dans le sens de ce que tu nous disais dès le départ, Viviane, où tu t'excusais auprès de tes amis QS d'être d'accord avec la CAQ. Mais en fait, étais-tu d'accord avec la CAQ rapidement avant que je passe à Ronnie? Pour le plan de santé? Tu lui fais confiance? Qu'est-ce que tu nous disais? Sur plusieurs points. Ben, tu sais, c'est bon pour la santé mentale, l'optimisme aussi. Là. Ronnie, est-ce que ta santé mentale se porte bien et tu y vas avec optimisme et tu mises sur la CAQ? Se porte bien parce que l'émission Les Chefs va recommencer bientôt à Radio-Canada. J'ai vraiment hâte. Fallait vraiment le dire, ça. Oui, non, pour vrai, je suis vraiment... Ça vient un peu alléger le fardeau du deuil que j'ai parce que Denis Gagné à l'épicerie quitte. Puis je trouve ça vraiment... je suis vraiment déçu. Donc voilà. Mais non, sur un sujet plus sérieux, sur la santé. Moi, je pense qu'il y a peut-être un peu naïf de ma part, mais il n'y a pas un ministre de la Santé qui arrive au ministère de la Santé et qui se dit « Moi, là, mon but, c'est scraper le système de santé. » Je pense qu'il arrive tout là avec une idée d'améliorer les choses. Gaétan Barrette, on l'aime, on l'aime pas, on aime ce qu'il a fait, on aime ce qu'il a pas ce qu'il a fait. Il y avait un plan, il s'est dit « Moi, je veux faire ça. » Des années plus tard, on voit que c'était pas la meilleure affaire à faire. Il y en a peut-être qui l'ont vu pendant que ça se faisait. Je sais pas, je suis pas un expert en santé. Bref. Pour ce qui est du plan actuel de la CAQ, je trouve que Christian Dubé, comme Viviane a dit, effectivement, c'est quelqu'un que je trouve qui communique bien, qui a pas l'air de nous vendre des promesses vides, qui a l'air de nous... C'est un plan qui a l'air cohérent. Moi, j'aime qu'on soit sorti, par exemple, du dogme de il faut absolument, dans le sens que c'est le médecin de famille ou rien. Je pense qu'il y a juste cette ligne qui nous sort. La façon dont tu en parles, c'est oui, on veut que les gens aient un médecin de famille. Moi, par exemple, j'ai la chance d'en avoir un depuis que je suis très jeune, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là. Donc, juste le fait de pouvoir consulter un expert en santé, ça peut aider beaucoup de gens. Après ça, on parle des soins à domicile, on parle de plein de choses. Ça n'a pas l'air d'être un mammouth non plus, comme ce que Gaétan Barrette essaie de faire. Puis ça a l'air d'être quelque chose qui est réalisable. Et je trouve que les oppositions, j'écoute la période des questions pour mon emploi, puisque je dois surveiller les travaux parlementaires, et je trouve que les oppositions sont très, très virulents à l'endroit du gouvernement. C'est pas de pas critiquer, mais c'est peut-être un petit peu plus collaboratif, un petit peu plus comprendre ce qui se fait, puis essayer d'être plus constructif dans les critiques. Je trouve que ça serait déjà... Ça nous aiderait, surtout en ce moment-là, avec la guerre, tout ce qui se passe, tout ça. Ça nous ferait du bien un peu de collaboration puis de transpartisanerie. OK, ça, c'est cool aujourd'hui. Je suis content d'entendre qu'avec avec une attitude comme ça, on va tous marcher vers la même direction. LP, est-ce que tu vas être le caillou dans le soulier? Si tu as besoin d'un caillou dans le soulier, là, je peux t'aider, Denis. Faut rendre l'émission un peu plus piquante quand même. Oui, c'est ça. Les engagés publics, l'émission où tout le monde est d'accord. On vient de tomber à 2 auditeurs. Tous de partis différents, tous d'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 partis? On le sait pas. Vas-y, LP, donne-nous ton... moi, j'ai quand même... je comprends les partis de l'opposition de vouloir dire que c'est électoraliste, là, mais c'est sûr qu'on s'entend que les élections, c'est dans 6 mois. Là. Mais effectivement, il faudrait qu'ils sortent de juste dire que c'est électoraliste, puis essayer de voir c'est quoi qu'il y a en arrière de ça. Il y a peut-être un peu de... je pense qu'à travers les 2 dernières années, surtout, on a trouvé plein de failles qu'on savait peut-être pas qu'il y avait, puis ou qu'on savait qu'il y avait, mais qu'il n'avait pas été prouvé avec le genre d'expérience qu'on a eu. Fait je pense que ça l'a permis de mettre en lumière comme beaucoup de choses qu'on doit changer. Puis, tu sais, probablement que la CAQ, je veux dire, ils ont observé ça, puis ils ont réussi à essayer de trouver c'est quoi les problèmes, comment est-ce qu'on va essayer de les régler. Même s'il y a des promesses qui n'ont pas tenu, il y a des promesses qui ne tiendront pas, etc. Mais tu sais,
je pense qu'on a passé à travers quelque chose qui est unique puis qui nous met justement dans une situation où on peut pas vraiment, où on peut pas être aveugle face à certains problèmes qui sont vraiment rendus extrêmement évidents. Fait que je pense que Donc, en gros, c'est comme... on laisse la chance aux coureurs, mais après ça reste à voir, ça va être quoi le genre de mesure qu'on va avoir avec ça, plus dans le détail. Est-ce que ça va impliquer plus de privé, plus de... Je sais pas trop. On n'aurait plus les moyens, là, selon vous, de justement amener, d'amener le caractère partisan et électoraliste dans ce dossier-là. On est vraiment comment on dit, au pied du mur, au bout du ravin, au bout du gouffre, en bas du gouffre. En bas du gouffre, en haut bientôt. En bas. On est rendu en bas du gouffre. Des limites. On peut plus tomber plus bas. On a déjà chuté, c'est fini. Non, mais on est clairement en mode élection. Là. La campagne, elle est bien commencée. On va en reparler avec le 500 $. Ouais, puis Marie-Victorin, c'est la semaine prochaine. Clairement, là, on s'en va vers là. Si tu regardes les mesures là, du plan, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Les soins palliatifs à domicile, très intéressant en ce moment. J'ai dit qu'il y a juste le CLSC de Verdun qui en a une équipe. C'est le seul CLSC qui en a. On parle d'un guichet d'accès à la première ligne. Je trouve que c'est très, très intéressant aussi. Ça a l'air d'être des choses qui sont faciles à mettre en place. Pas facile, mais je veux dire aussi que tu peux concevoir que ça va se mettre en place. Puis que ouais, c'est ça. C'est pas genre on va régler tous les problèmes. C'est voici une première étape. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que ce qu'on a vécu dans le cadre de la COVID n'a pas permis justement de souligner à très épais tous les problèmes à un point tel qu'à quelque part, ça aurait facilité cette possibilité-là d'identifier les priorités pour la suite? Moi, je vais te dire oui, parce que c'est le point que je suis en train de faire, mais je vais aussi te dire non. C'est pas mal ce que le LP disait. Ouais, parce que, tu sais, je pense que ça l'a mis en lumière plein de problèmes, mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plein d'autres problèmes qui doivent être cachés par le fait qu'on s'occupe beaucoup, beaucoup de la situation de la COVID, puis qu'on s'occupe moins des autres choses. Puis il faudra juste faire attention qu'on ne devient pas... Tu sais, ce serait hot là, d'être les meilleurs au monde pour contrevenir à une pandémie, mais si ça fait qu'on n'est pas vargeux dans pas mal tout le reste, c'est pas évident. Ouais, mais j'ai l'impression que même pour le reste, ça a mis, tu sais, on est comme rendu bon en santé dans le sens où on s'est tellement intéressé à ça, on a tellement eu le nez dessus, ça a tellement été le dossier prioritaire pendant 2 ans. Que ça nous a amené peut-être à développer des super pouvoirs en gestion de la santé. Viviane? Ben, des super pouvoirs qui ont beaucoup été déployés sur le dos des employés du système. Ouais, sur le dos de leur santé mentale, de leur qualité de vie et tout ça. Puis c'est d'ailleurs une des choses que j'ai aimé, en fait, de voir du plan, c'était qu'une des 2 grosses priorités, c'est de faire du ministère de la Santé un employeur de choix, un employeur de bonne réputation. Puis ça, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir les moyens qui seront concrètement déployés pour faire ça. Mais je pense que c'est définitivement... C'est une bonne analyse, en tout cas, de la situation, parce qu'on sait tous qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre criante dans le système de la santé. Donc, déjà, c'est un gros problème. On sait tous que le problème du temps supplémentaire obligatoire, surtout chez les infirmières, mais pas seulement, c'est ce qui fait en sorte que la profession d'infirmière est considérée comme une profession avec une qualité de vie peut-être difficile, là, puis qui fait peur à des gens, des potentiels candidates, des potentiels candidats là, pour les études en sciences infirmières. Donc, si le gouvernement est capable de revirer cette roue-là, ce cercle vicieux qui s'est embarqué dans le système, c'est un gros pas en avant parce que présentement, on est prêt à engager dans le système de santé, on est prêt à combler les trous, les lacunes
et il n'y a pas de personne il n'y a pas assez de monde qui postule sur les postes ouverts. On en arrive au sujet de LP sur les problèmes RH, les problèmes de main-d'œuvre. Puis longtemps. Tout à fait. Criant, même dans ce secteur-là. Ronnie? C'est dans certains secteurs, hein, c'est ça. C'est le système de santé, le tourisme. Il y en a où ça fait encore plus mal. Là. Je veux dire, on s'entend que me faire servir ma poutine dans une roulotte à patates en Gaspésie, c'est comme, je vais être moins fâché si ça a fermé plus tôt que si c'est une clinique de super importante. Là. Ronnie, tu voulais ramener un point? Mais non, mais juste que, tu sais, longtemps, la CAQ dit depuis des années, genre, le problème avec le système de santé et les infirmières, c'est qu'il faut les payer plus. Puis je suis comme, oui, mais comme non, pas vraiment, parce que, genre, ils sont pas en train de dire on n'est pas assez payé. Je pense que quand tu es infirmière au Québec, tu fais un bon salaire. C'est juste que tu travailles beaucoup trop puis qu'on te force à travailler plus. Puis sans prévisibilité. C'est ça, exactement. Toute ta vie, tu dois la réorganiser des fois avec le temps supplémentaire obligatoire. C'est ça, parce que j'entendais le premier ministre parler le jour du budget, puis Dominique Anglade a posé des questions, puis il était genre, pourquoi les gens de 100 000 et plus 100 000 et moins ont besoin d'un 500 $? Il y a des gens qui sont full pain-payés, qui n'en ont pas besoin. Puis là, Legault était comme, est-ce que la chef de l'opposition est en train de dire aux infirmières qui travaillent fort depuis des années... Qui ne méritent pas leurs 500 $? Puis là, je suis comme, mais là, comme c'est quoi le rapport, man? Genre, comment tu c'est complètement passé à côté du problème. Mais t'es-tu surpris de ça? J'ajoute. T'es-tu surpris? Non, vraiment pas, mais c'est juste ça me gosse. Moi aussi, ça me gosse. Je trouve tellement que la game... Moi, j'ai des occasions d'aimer M. Legault, mais quand il fait des affaires comme ça, je suis comme, tabarnouche, c'est décevant. Ce genre de truc-là, man. Autre exemple, aujourd'hui... Marguerite Blais se fait poser des questions. Puis là, André Fortin finit sa question. Puis il dit à quoi sert donc la ministre des Aînés? Puis là, c'est bon, la bonne question. Simon-Jeanin Barrette qui se lève, il dit c'est méchant, blablabla. Puis là, André Fortin il dit non, mon collègue fait juste demander une question légitime. Elle sert à quoi la ministre des Aînés? Comme, guys, je sais que la population générale n'écoute pas la période des questions. Comme, perdez pas votre temps à écouter la période des questions parce qu'en ce moment, c'est des enfantillages. C'est frustrant. Le ton là, est tellement partisan en ce moment. Puis c'est tellement comme... C'est ça à chaque année électorale. À chaque fois qu'on est en année préélectorale, c'est let's go. OK, Gabriel Nadeau-Dubois est coupable de ça. Dominique Anglade est coupable de ça. Le gouvernement est coupable de ça. Joël Arsenault est coupable de ça. Tout le monde est coupable de ça. C'est juste, on se lance à bout. C'est pas le fun pour elle. Puis c'est ma job d'écouter ça, fait que je le fais, mais comme, tu sais, c'est ça. Deux choses à dire là-dessus, là, pour la période des questions. J'entends et partage entièrement ton écœurement, Ronnie, par rapport à ce comportement-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont vraiment dedans, sont entièrement d'accord avec toi, sauf que quelqu'un qui le ferait pas dans cette période préélectorale-là serait complètement désavantagé, en fait. Parce que, je veux dire, c'est ça où t'es invisible. Donc, il faut que tu le fasses. Pourtant, c'est terrible. Puis je suis certaine qu'il y a des gens pour qui ça va, c'est même contre leur propre bon sens puis leur nature, mais... Pourtant, il y a un parti... ça fonctionne comme ça. L'autre chose... Excuse-moi, Viviane, il y a un parti actuellement qui est complètement invisible, mais qui monte dans les sondages. Ouais. Mais non, mais justement, c'est parce qu'ils jouent la game, eux autres aussi, hein, à force de petites controverses. Juste pour les auditeurs, excuse-moi, évidemment, je parle du Parti conservateur qui est au moins à 15% selon les sondages. On a eu des sondages un peu bizarres, là, qui le donnaient même plus. Mais mettons qu'on leur attribuerait un 15%, c'est quand même assez phénoménal. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est juste en fait de penser pas que c'est ça la politique. La politique, c'est pas juste du lançage de boue puis c'est tout. Là. C'est juste qu'il faut pas que les gens, en général, ils pensent que c'est juste ça. J'écoute des commissions pour ma job aussi, puis c'est beaucoup plus le fun. Pas le fun, c'est plate écouter une commission, on s'entend. C'est genre article 1, article 2, blablabla. Mais ça avance. Mais c'est là que le vrai travail se fait. LP, tu voulais amener un truc, LP? Ben ouais, mais je trouve c'est ça, la période de questions, on dirait que ça a atteint son paroxysme en tant que show et pas grand-chose d'autre. Puis tu sais, c'est vraiment plate parce qu'au final, il y a une fonction à la période des questions. C'est vraiment pour que la population soit informée sur des enjeux puis qu'ils puissent avoir des réponses. Tu sais, comme normalement, mon député il devrait pouvoir poser une question qui est
qui est cher aux gens qu'ils représentent, puis Ouais. qui informe la population sur c'est quoi la direction du gouvernement, pourquoi est-ce que le gouvernement fait ci, fait ça. Et pas juste, comme tu dis, René, du lançage debout, qui finit par... Parce que, tu sais, au final, ça finit par être des clips. Ils prennent des clips, ils mettent ça en ligne. Là, c'est comme, regardez comment est-ce que c'est hot, regardez comment ils sont gagner la méchants, journée. Regardez, puis c'est ça, ils gagnent la Honnêtement, journée, mais ils n'avancent pas. Là. Les réponses aux questions viennent des médias. Là. C'est dans les médias c'est les journalistes plus qui vont obtenir du contenu, des vraies réponses. Ronnie, est-ce que tu vas avoir ton 500$? Oui, mais je vais le verser en impôt parce qu'en fait, je dois de l'impôt pour la première fois de ma vie. Donc, on te félicite. Dans le fond, tu vas avoir 500$ de moins d'impôts. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va contribuer à baisser mes impôts, ce qui est bien. Je m'en plains pas. C'est bien. Ça va pouvoir me payer, me permettre de payer quelques mois de plus de extra tout.tv puis d'acheter l'épicerie, de la bonne bouffe à l'épicerie. Donc voilà, c'est pas mal ça. Je suis pas dans les gens qui en ont le plus besoin dans la vie, je dirais. Là. Donc, écoute, si c'est pour pouvoir payer toutes tes différentes chaînes pas juste ça, pour tes séries, pour écouter l'épicerie et compagnie. Avoir eu un impôt positif, je devrais probablement donner une partie là, à la charité, à l'Ukraine, tout ça, puis peut-être même que je vais le faire éventuellement. D'ailleurs, le Parti québécois invitait les gens qui n'en avaient pas besoin à donner leurs 500$ à ceux qui pouvaient en avoir besoin. Et le Parti conservateur, eux, il invitait les gens à donner leurs 500$ au parti. Au Parti conservateur. Tu n'as pas le droit de donner 500$. Non, tu n'as pas le droit. Mais il disait 100$. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Je m'excuse. Hey, j'ai le goût de faire un tour de table un peu. Ça va vous faire rire. Puis s'il y a des gens à l'écoute, j'aimerais ça aussi vous entendre sur cet aspect-là. D'ailleurs, sur le 500$, oui. Mais aussi sur ce que je vais vous demander. Ronnie, tu es abonné à combien de types de services de streaming vidéo sur Internet? Ouais. Que tu payes pour, là? 4. 4? Ouais. Ben, nomme-le donc, t'inquiète parti. Ah, ok. Ben, j'ai Prime Amazon, donc ça vient avec Prime Vidéo. J'ai Disney+, Netflix, puis le Crave? TV Extra. Tout TV? TV Extra. Tout TV Extra? Ouais. Toi, Viviane? J'ai Tout TV Extra aussi. J'ai Netflix, puis j'ai... en fait, mon chum a Apple TV+. Donc, 3. Donc, 80$, 60$ LP. Est-ce que moi, plus ma blonde, plus mon chum... Non, je sais ce qu'il y a chez vous. OK. Ton chum est abonné à quoi, juste pour... 4 TV. 4 TV. C'est pas toi, ça, qui est abonné à ça, 4 TV. Vas-y. J'ai tout.tv, Crave, Netflix. On paye pas moins cher qu'on payait avant. Hein? On avait les vieilles chaînes de câble. Non, moi, tout.tv, il est fourni par TELUS. Là, dans moi aussi. On a plein de pubs. Maison, mais bon. Ça nous fait plein de pubs, cette patente-là. OK, écoute, je m'excuse, c'était vraiment un aparté. Là. Je voulais pas nous dévier du 500$, mais c'est une question qui me taraude. On dit ça? Ça se dit-tu? Tarauder, ça me taraude. Absolument. Très bonne utilisation du mot tarauder. J'ai des mots comme ineffable. Ça. C'est l'ineffable le taraudage de l'LP. Qui nous, donc, mais c'est ça, ça me taraudait. Donc, on poursuit sur le 500$. J'étais curieux de t'entendre, Viviane, sur le 500$. T'en as glissé un mot tantôt, mais j'aurais aimé avoir le fond de ta pensée sur ce move de la CAQ. Mais c'est surtout que c'est tellement facile à défendre devant le public juste avant une élection. C'est sûr, oui, il y a l'inflation, oui, tout le monde en subit les contre-coups, mais c'est aucunement structurel, même que ça fait juste un effet d'entraînement encore plus grand par rapport à l'inflation, parce que l'inflation est causée par le fait qu'il y a beaucoup d'argent présentement en circulation. Puis là, on en rajoute. Jay nous disait dans un chat, il n'y a pas le droit de Jay, par exemple, il n'est pas... non, c'est ça. Jay n'est pas là. Mais il nous fait... mais c'est mon ami Jérôme. Jay. Ouais, c'est ça. Notre ami Jérôme nous disait que nous parlait justement de tout cet argent-là injecté, qu'elle allait avoir justement un effet supplémentaire. Mais je te laisse poursuivre, Viviane, excuse-moi. Ben c'est ça, c'est tout à fait vrai. Puis c'est surtout, voilà, donc au lieu de s'attaquer à des problèmes plus structurels pour des solutions plus en profondeur ou plus durables, en fait, surtout,
Ben c'est super bon sur les élections. Puis, preuve à l'appui, juste voir la publication de François Legault qui en parle. Tu sais, bon, c'est sûr que les oppositions ont ramassé cette mesure-là, ont critiqué très fortement le gouvernement. C'est un drôle de choix. Les gens qui ont 100 000 $ de revenus par année et moins, je veux dire, c'est vraiment beaucoup de monde. C'est, je pense, 94% de la population. Puis c'est beaucoup de monde aussi là-dedans qui en ont pas vraiment besoin de ces 500 $. Je veux dire, c'est le fun, là. C'est le fun, mais c'est pas... ils arrivent, là, ce monde-là. Ils font partie du pourquoi il y a de l'inflation, puis ils n'ont pas de... Donc, surtout si sont deux revenus. Drôle de mesure, mais... Ouais, oui, c'est ça. Drôle de mesure, drôle mais les commentaires sous la publication, c'est le festival de « Merci François Legault, mais enfin quelqu'un fait quelque chose pour la classe moyenne, on nous donne jamais rien, on pense jamais à nous. » C'est planté, ça. Wow, ouais. Ça, c'est du bon positionnement politique. Et de ce point de vue-là, les oppositions, je dirais, elles n'avaient pas le choix de critiquer la mesure. La mesure est éminemment électorale et critiquable, mais elles sont comme tombées direct dans le piège que la CAQ leur tendait, là, d'avoir l'air d'être un peu contre la masse. Moi j'aimerais ça avoir le point de vue, justement. Ben, LP, justement, on va te passer la POC. J'aimerais ça avoir le point de vue de quelqu'un qui ne pourra pas toucher le 500 $. LP, comment... Homme de peu de moyens, d'énormes moyens. Homme d'énormes moyens qui vit dans un château, un nid d'aigle en Gaspésie, à 500 pieds d'une station de ski et d'une marina. Qu'est-ce qui est une villa dans une villa sur la mer? Tu sais, je sais pas, t'as réussi ça, toi, t'es capable. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du 500 $? Électoraliste ou mesure tout à fait appropriée? J'ai l'impression, en tout cas, je pense que ça va dépendre beaucoup de qu'est-ce que les gens font avec ces 500 $-là. Moi, quand je vais le recevoir, parce que Denis, oui, je vais recevoir mon 500 $. C'est parce que t'as trop de REER. Je pense pas. Tu fais tellement d'optimisation. En fait, je déclare juste 10 000 de revenus au Québec. C'est ça. Exact. Dans des îles. En tout cas, je pourrais vous parler de ça. Là, aux îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, c'est ça que j'avais dit. Vas-y, continue, LP. Excuse-nous. Ouais, c'est ça. Je pense que, en termes d'effet que ça va avoir, ça dépend tellement de qu'est-ce que les gens vont faire avec cet argent-là, que c'est comme une drôle de mesure. Ça peut pas être extrêmement fiable parce que ça dépend vraiment de comment est-ce que ça va être utilisé par les gens. Mais on s'entend que le gouvernement, il n'en a aucune idée. Là. Il ne peut pas planifier en fonction de comment les gens vont l'utiliser. Là. Le gouvernement donc, c'est pas réfléchi. Le gouvernement se dit ça va coûter plus cher au monde, on va juste leur redonner de l'argent, mais il y a comme plusieurs problèmes avec cette mesure-là. Là. Premièrement, on ne sait pas quel effet que ça va avoir, mais aussi, c'est un effet pour cette année. Fait que cette année, on vous donne 500$. L'année prochaine, est-ce qu'il va me revenir avec un autre 500$? Ou vu que l'élection va être passée, il va attendre 3-4 ans avant de me redonner un autre 500$. Puis, tu sais, l'inflation, ça ne va pas redescendre l'année prochaine. Là. Cette année, ça a augmenté particulièrement. Dans les dernières années, ça a augmenté plus qu'à l'habitude. Mais l'année prochaine, il ne va pas avoir une inflation négative. T'sais. On ne va pas revenir à la normale, donc j'aurais plus besoin de mon 500$. T'sais. Puis rappelons que 500 $, on le remet à la grandeur du Québec, c'est 6 milliards sur le budget. Là. C'est un montant énorme. Ce 6 milliards peut servir à beaucoup de choses. Ronnie, est-ce que ton ordi est branché? Je vois que ta batterie a l'air faible, ça se peut-tu? C'est possible. On me dit ça ici. Wow! C'est le chat qui t'a envoyé ça, Denis? Ben là, en fait, on va faire une transition vers la scène fédérale. Puis là, j'aimerais que, Ronnie, tu nous fasses un petit peu entendre le ronronnement de ton chat. Peux-tu nous rappeler le nom de ton chat, s'il te plaît? Oui, alors mon chat s'appelle Harry, comme le prince, parce que c'est un rouquin. Et je vais vous faire entendre, il avait effectivement débranché mon ordi. C'est Harry. Et je vous fais entendre le ronron. Il ronronne plus. Il ronronnait tout à l'heure. Il est trop on the spot, là. Non, attends. Voilà. Il sait.
On Ouais. l'entend, là. Non, on l'entend pas. Là, pour l'instant, c'est un Ouais. fail. En tout cas, désolé. Ben, moi, je trouve Il pourrait aller que dans ça le tombe chat puis pile nous au bon l'écrire. moment. Oui, vas-y, Oui. pourquoi? On décide de parler du fédéral, puis le char arrête de ronronner. C'est aucune affection. Il se met à graffiner. Avec un membre de Québec solidaire. OK, au fédéral, qu'est-ce qu'on a dans nos notes? Est-ce que tu t'en souviens par cœur? LP, Trudeau entre en accord avec le NPD pour rester en place. La course au leadership du Parti conservateur est en cours, donc ça nous permet de voir toutes sortes de choses intéressantes. Oh! Chut, vas-y, Ronnie. Quoi? On l'a entendu? Oui, on l'entendait. On voit son où les priorités. Ah, OK. Ça, c'est Pierre. C'est fini la C'est chronique Poilievre. politique. On se lance dans le ASMR. Là, c'est ça, je cherchais tantôt. ASMR de chat. C'est ça la fameuse chaîne chat que LP est abonné. Ouais. Donc, le. Hey, je veux juste corriger ce que j'ai dit. C'est pas 6 Vas-y. milliards, c'est 3,2 milliards. Oh, c'est rien. Il y a Trois- quand même beaucoup d'argent. C'est important pour 2 moi de milliards. te corriger. Parfait, merci. Les auditeurs en sont reconnaissants. Donc, je disais Pierre Poilievre. On dit ça? Poilievre? C'est le même qu'on Oui, dit ça? c'est Poilievre. Poilievre. Oui. Il y a des racines canadiennes-françaises. OK. Oui. Pierre Poilievre parle d'interdire les importations de pétrole et de faire du Canada la capitale du blockchain. Il doit aussi vouloir y aller un peu plus fort dans le pétrole. Hein. Jean Charest, lui, visite le Québec en croyant à sa victoire. Est-ce qu'il réussit à nous y faire croire? Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Et il y a un dossier qui traîne depuis 15 ans qui semble se régler. Il semblerait que la guerre ait accéléré le dossier de l'achat des avions F-35 de Lockheed Martin, promettant de larges retombées au Québec. Ça me fait rire parce qu'il y avait on était exposé à des publicités de Saab dans les derniers mois. Est-ce qu'ils étaient encore vraiment sur envisagé pour vrai, alors que tu vois qu'en quelques secondes, quand le besoin se fait criant, go, on s'en va vers les F-35 immédiatement. Comment ils s'appelaient les modèles? C'est quoi les modèles d'avion LP que Saab avait à proposer? Donc, c'est quoi qu'ils ont, eux autres? Son nom de code, c'est Gripen. Des Gripen, c'est ça. Donc, Volvo, qu'est-ce que je dis là? Saab a soudainement complètement disparu. Il semblerait qu'on va aller vers des F-35. Qu'est-ce qui pousse... moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de poser la question que LP m'a écrit. Qu'est-ce qui pousse Singh à donner son appui à Trudeau? Puis je vais commencer avec Viviane, parce que Viviane... Tu es par défaut la représentante du NPD, puisque... Oh, non, ça, faut que vous trouviez quelqu'un d'autre, là. L'orange avec l'orange. L'orange avec l'orange. Voilà. Ouais, mais moi, je veux qu'on se sépare, ces oranges-là. Fait que, en tout cas, vas-y, Non, Denis. mais je vais te donner la parole quand même en premier, puis tu pourras nous exposer ce point-là. Il m'intéresse beaucoup, le point de la séparation, que tu seras surprise de l'entendre. Pourquoi Singh a donné son appui à Trudeau? Est-ce que c'est justement pour faire avancer des choses ou parce que c'est pour un gain politique potentiel? C'est sûr qu'il doit y avoir un peu des deux dans son calcul. Je pense qu'il y a la possibilité vraiment de faire avancer des choses, puis c'est ça qui est martelé par les représentants, par les députés du NPD, dans le fond, qu'ils ont obtenu une concession sur l'assurance dentaire pour certaines catégories de personnes, notamment le NPD. C'est sûr que eux, la mesure qu'ils proposent, c'est l'assurance dentaire pour tous. Donc, un compromis à ce niveau-là avec le Parti libéral, d'autres compromis de ce genre-là. Donc, c'est sûr que eux, leur argumentaire, c'est que c'est sincère, c'est pour faire avancer les causes qui sont chères à la population. Maintenant, point de vue électoral, c'est là que je trouve intéressant parce que je suis consciente d'être dans une bulle très politisée, très de gauche. Donc, nécessairement, il y a beaucoup de gens qui adhèrent au NPD. J'ai des amis fédéralistes aussi. Oui. Oui. Salut, Ronnie. Je peux-tu dire que t'es mon ami? T'es mon ami. On peut dire ça. Oui. Oh, c'est cute qu'on vient d'assister à un moment Mais de en tout cas, cuteness au moins sur aux Facebook. engagés publics.
Oui, bien sûr, ami Facebook, absolument. Puis bref, donc il y a des gens qui militent au NPD, puis je vois surtout beaucoup de gens être très fâchés de ça. Et là, c'est là que je veux parler de la différence entre la perception de la population puis la perception des membres qui sont impliqués puis qui mettent beaucoup de jus de bras dans le fonctionnement du parti. Le monde normal, eux autres, ils en pensent quoi, Viviane? Le monde normal, ouais, je l'avais mis dans les notes, puis j'ai écrit Q Denis. Les militants sont certainement ont une conscience partisane très forte, puis ça fait en sorte que on veut pas mélanger notre couleur avec celle des autres. Et j'ai vu beaucoup de gens être très fâchés de ça. Mais je pense que dans la population, de façon plus générale, le Parti libéral est vu comme sous Justin Trudeau. Puis je dis la population en général, à la grandeur du Canada, c'est vu comme très progressiste comme parti pour beaucoup de monde. Quand même moins au Québec parce que je pense que les spectres politiques sont décalés entre le Québec et le Canada, mais pour l'essence, la majeure partie du reste du Canada, c'est un parti qui est vu comme très progressiste, puis les nuances entre les deux partis sont un peu difficiles à bien des égards. Donc, je pense que pour beaucoup de monde, ça fait, bon, voilà, ils sont capables de mettre la partisanerie de côté, enfin, ça a l'air d'être de la bonne foi. Et évidemment, ben ça se fait au détriment donc des militants puis des membres très impliqués du parti. Ronnie? Oui. Moi, ma première pensée a été, là je vais vous sortir un deep cut, comme on dit, là. C'est seulement les férus qui vont s'en rappeler. Thomas Mulcair, pendant la campagne 2015, testait des slogans devant une foule, puis il a dit « Child care, pharmacare, Mulcair ». Ça me fait rire. Wow. J'ai pensé à lui, parce que ces slogans poches, ils n'ont pas fonctionné. C'était pas sa meilleure. Mais Jack Meeting, ça fonctionnait pour Obamacare, fait que pourquoi pas, peut-être? Mais Jack Meeting, j'écoutais un podcast du Canada anglais qui en parlait. Jack Meeting a le potentiel là, d'être le leader du NPD le plus conséquent, qui a le plus d'impact sur les politiques publiques depuis, même pas Jack Layton, Tommy Douglas, qui est le père du healthcare au Canada, qui est, fun fact, le grand-père de Kiefer Sutherland, le gars qui joue dans 24. J'aime ça le dropper. Mais en tout cas, c'est vrai, parce que... Pourquoi tu dis ça, ouais? Mais parce qu'il a mis de l'avant, je pense qu'il a mis le policy, les politiques publiques en avant de ses chances d'élection, parce que dans ses points de presse post-annonce, il disait, honnêtement, si ça fait en sorte que notre électabilité elle descend un peu, il a dit les mots I don't care, dans le sens que so be it, dans le sens que lui, ce qu'il veut, c'est ces deux politiques-là, le child care puis health care, pharmacare et tout dental care, c'est la base de ce que le NPD Mais c'était le sens de ma question, Ronnie. Puis là, moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a une possibilité d'agir concrètement actuellement parce qu'il va l'échanger, ce qui est le pouvoir qu'il offre au Parti libéral, il va l'échanger contre des avancements concrets. Le NPD, depuis quelques années, je pense, est rendu un peu confortable dans son statut de parti, tiers parti qui est comme un swing vote, qui influence le gouvernement, qui bargain avec le gouvernement. Je pense que le NPD, dans au moins un horizon de court terme ou moyen terme, se voit pas comme un parti au pouvoir. Puis je pense qu'ils ont trouvé leur niche un peu, la façon qu'ils peuvent influencer les politiques publiques. Puis ça, c'est un gamble, c'est un risque qui est pris par Jack Meeting, c'est sûr, ça pourrait y revenir d'en face. Mais si ça fonctionne, ce gars-là va passer pour un génie. Puis Trudeau, je pense qu'à long terme, c'est bon qu'il fasse ça. C'est ça, exactement. Puis Trudeau, beaucoup de gens, je finis là-dessus, Trudeau, beaucoup de gens disent qu'il veut s'en aller ou qu'il va s'en aller. Avoir ce 3 ans-là de confort, parce que tu peux t'en aller, ton parti peut installer je dis ça comme ça, que je te freelance de pouvoir, et ensuite partir en élection une fois que la nouvelle chef est bien installée. Tout le monde gagne. Le NPD gagne, les libéraux gagnent, et les conservateurs gagnent. Parce que si un Jean Charest rentre au pouvoir, on va dire que c'est Jean Charest ou Poilievre rentre en septembre, ils ont une élection en 2023, c'est un petit peu vite. Mais là, ça leur donne un bon 2 ans pour être l'opposition, pour chialer autant qu'ils veulent en chambre, pour montrer qu'ils sont pertinents.
après partir en élection contre un gouvernement libéral qui va avoir été là depuis 10 ans. Donc, tout le monde gagne un peu de cette prolongation de ce Parlement-là qui fonctionne bien en ce moment. Le Parlement fonctionne bien, le Parlement fait les choses que les Canadiens, accessoirement les Québécois aussi, l'ont élu pour qu'il fasse, pour qu'il les fasse. Donc, tout le monde gagne de cette alliance-là. Est-ce que ça va durer jusqu'en 2025? À suivre. On croit en la bonne foi du premier ministre et de Jagmeet Singh qui vont travailler ensemble. À suivre. C'est une démarche politique intéressante. LP, on est de ton côté. Comment tu vois ce move-là de Jagmeet Singh? Ça va. Trouves-tu qu'accessoirement, comme le disaient les Québécois, vont aussi pouvoir en profiter? Je pense que c'est intéressant parce que le gouvernement réalise que si il veut garder le pouvoir, il faut qu'il tende plutôt du côté du NPD. Puis j'aime mieux qu'il veuille tendre plus du côté du NPD que de tendre plus du côté du Parti conservateur. Fait que on l'a dit là, à plusieurs reprises qu'on aimait ça, les gouvernements minoritaires. Puis je pense que De coalition, ça continue ici. pas de compte. Fait que, ouais, c'est ça, de coalition, pas vraiment coalition. Là, parce Pas qu'ils vraiment, diront ouais. jamais ce mot-là. Ouais. Il ne faudrait pas. Hein. Fait que, Mais c'est peut-être justement à cause de ce que nous disait Viviane il y a quelques minutes que le mot peut pas être utilisé parce que là, ça serait les militants se déchaîneraient. Là. aussi, un gouvernement de coalition, c'est beaucoup plus formel là, comme entente. Là. Oui, tout à fait. Oui. Ici, je C'est pense que le le mot qui m'est venu, NPD mais c'est pas la se bonne laisse forme. un peu la possibilité de se revirer assez vite. C'est sûr que le Parti libéral n'aurait pas pu s'associer de cette façon-là avec le Parti conservateur parce que ce sont les deux qui peuvent prendre le pouvoir. Enfin, dans l'esprit des gens puis de la majorité du monde, là, c'est pas nécessairement impossible que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir, mais ce sont les deux partis qui se font concurrence en général. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'ils restent en dynamique d'opposition parce que c'est la dynamique naturelle. Là. Mais c'est pas juste ça, c'est que les conservateurs sont tellement... J'utilise beaucoup d'anglicisme, mais je pense que les mots en anglais le décrivent beaucoup mieux ce que je veux dire. Ils sont too far gone, ils sont trop rendus à un point. Là, après les camionneurs, après tout ça, juste de voir la contraste entre le contraste entre les deux campagnes là, en ce moment. T'en as un là, qui va sur un podcast avec des... Il n'y a pas un meilleur terme pour ça, des crypto bros qui genre va sur un podcast puis il y en a qui sont associés au convoi des camionneurs puis qui va dire je peux payer avec un bitcoin puis c'est cool puis blablabla puis Canada va devenir la capitale du bitcoin du monde tout ça. Pendant ce temps-là, tu as Jean Charest qui est à Laval devant une foule de genre d'anciennes personnes du Parti libéral puis genre les jeunes qui sont un peu aliénés par le Parti libéral. Les fans de Jean Charest. Canada, puis tout ça. Les fans de Jean Charest puis qui se fait des levines à Laval puis à Sherbrooke puis à Québec, genre tu vois le contraste entre les deux campagnes là, pour elle c'est do or die pour le Parti conservateur cette campagne au leadership là. Je pense que s'ils élisent Pierre Poilievre, ils vont plus jamais prendre même s'ils réussissent à prendre le pouvoir avec Pierre Poilievre, à long terme ce parti-là va s'éroder. Pause. On fait une petite pause parce qu'on va y aller justement dans le sujet de la course à la chefferie du Parti conservateur. Tu nous as amené vers le sujet, Ronnie. Est-ce que les conservateurs, les électeurs conservateurs sont conscients de ce que tu viens de dire? Parce que je suis assez d'accord avec cet aspect-là, à savoir qu'avec ils persistent avec ce genre de mentalité-là, puis d'aller... Puis en même temps, je veux dire, même... Écoute, l'autre, il était tellement transparent que j'ai même oublié son nom. Comment il s'appelait le païen qui était là avant? celui qui a fait Aaron. Cheer! Ouais. Ah, je pensais, j'ai pas suivi, je pensais que tu parlais juste avant. C'est toutes les mêmes, c'est tout pareil. Ouais. Non, mais en fait, si Aaron a été chassé de son poste, c'est principalement par, justement, les mentalités plus à droite qui sont tannées puis qui veulent avoir un représentant qui va pousser leur point de vue à do or die, tu sais. Fait que là, j'ai l'impression qu'ils sont sur une dynamique, sur un chemin qui va les amener à s'enfoncer encore plus. Alors qu'en réalité, avec un Charest, probablement qu'il y aurait beaucoup plus de chances. Je sais pas, LP, comment tu vois la chose?
Je suis complètement d'accord avec Ronnie. Je pense que chaque fois qu'il arrive avec quelqu'un de l'Ouest, dernièrement, ça rame un peu. Là. J'ai l'impression que beaucoup de ces candidats-là étaient comme pris entre l'arme et l'écorce à vouloir se faire élire dans l'Est, mais en voulant plaire aux gens de l'Ouest. Puis, tu sais, quand le parti était au pouvoir, c'est parce qu'il poussait beaucoup plus le côté économique, puis tout le pan culturel. C'est sûr qu'il y avait la guerre de 1802, toutes ces affaires-là. La guerre de 1802. Est-ce qu'on a besoin de ça, monsieur le président? Mais tu ne te souviens même pas de la vraie date. Non. Tu vois comment ça a marché? Ouais. Fait qu'il y avait quand même un petit pan de ce côté-là, mais je pense qu'il se faisait beaucoup plus élire sur le scandale des commandites, la mauvaise gestion du Parti libéral, puis le fait qu'il allait être beaucoup plus responsable économiquement. Puis un équilibre, puis un grand écart sur l'avortement, puis sur toutes les questions qui fâchent l'Est versus l'Ouest. Mais on est rendu loin de cette dynamique-là, on dirait. Je dis l'Est versus l'Ouest, là, mais c'est pas vrai que l'Ouest est monolithique, puis que tout le monde est pour l'avortement de ce côté-là, puis contre l'environnement, etc. Au Parti conservateur. Même au Parti conservateur. Parce que, non, mais attends un peu, mais non, c'est important, mon point, c'est ça, c'est que là, on est dans un contexte de course à la chefferie. Puis ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus important. C'est clair que c'est pas tout le monde qui veut ramener le dossier de l'avortement dans l'agenda du quotidien, mais est-ce que, justement, ces aspects-là peuvent nous amener vers un éclatement du Parti conservateur? Parce que là, on a vu les députés québécois et les candidats députés et les bonzes du parti au Québec se ranger derrière Charest. On s'en va-tu vers une espèce de clash, une scission? Qui a le goût de répondre à cette question-là, autre que LP, pour que je puisse passer à une autre de nos... parce que là, j'aurais eu envie de l'envoyer vers Viviane, mais en même temps, je ne sais pas, Viviane... La réponse est oui. C'est toujours possible. Puis d'ailleurs, ça vient de se passer il n'y a pas si longtemps avec Maxime Bernier qui est sorti, puis qui a emmené quand même un certain nombre de personnes avec lui. À la base, c'était deux partis qui sont unis. Donc, c'est sûr que c'est des tendances différentes qui pourraient un jour décider de faire chemin chacune de leur côté. Le retour du Reform Party? Sauf que à ce moment-là, la possibilité de revenir au pouvoir diminue encore vraiment grandement. Donc, est-ce qu'ils en sont conscients? C'est que les gens vont devoir faire. Est-ce qu'ils en sont conscients? conscients? C'est possible que ça soit pas... Pardon? Est-ce qu'ils en sont conscients? Les électeurs conservateurs, les membres, sont-ils conscients qu'ils sont en train de se Les purs et durs, je pense pas. Les fous, purs et durs, je pense qu'ils sont comme anyone but Trudeau. En ce moment, là, dans la course, on parle de Jean Charest et de Poilievre. Tu as d'autres gens. Patrick Brown, le maire de Brampton. Je pense qu'ils sont 8 en ce moment, puis ils vont être 12 tantôt. Le maire de Brampton, Patrick Brown, qui était, pour faire la petite histoire courte, celui qui aurait dû être Doug Ford en 2018. Il y a eu un scandale d'allégation d'agression sexuelle juste avant, il a dû démissionner. Finalement, tout récemment, la CTV s'est excusée à lui en disant que ce qui avait sorti sur lui, c'était peut-être pas bien recherché, pas trop bien fondé, tout ça, blablabla. Donc, il est un peu vindicated, il est un peu clearé de ça pour l'instant. Donc, là, d'où pourquoi il peut se relancer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, très progressiste, mais sa première course ever en tant que jeune conservateur à l'époque, c'était celle de Jean Charest dans le temps où il a remporté la chefferie du PC. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent que s'il arrive, il se fait éliminer dans les tours, il va donner ses votes à Charest. Le gars, il fait beaucoup sur la loi 21. La loi 21, c'est un de ses principaux points de campagne. Sinon, tu as Leslie Lewis, qui s'était rendu quand même loin aussi dans la course, qui avait impliqué O'Toole et Peter MacKay. Elle, c'est la droite religieuse, vraiment hardcore. Intéressant en plus parce que c'est une femme. Est noire et elle est très aimée de la droite conservatrice. Donc,
cette course-là n'est pas juste Poilievre contre Charest, parce que ces petits joueurs-là, et il y a d'autres députés, là, je pense, Edfas s'est lancé en tout cas. Tous les autres candidats peuvent avoir un poids sur cette course-là. Puis je pense que, avec ce que je vois, si les conservateurs veulent aller vers la route de l'électabilité, l'option, c'est Jean Charest ou Patrick Brown. Puis si c'est vers on s'oppose aux libéraux systématiquement, puis on haït tout ce que les libéraux représentent, puis tout ça, tu vas vers Pierre Poilievre. Puis ça se pourrait que Pierre Poilievre, il batte Trudeau au Freeland. On le sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils prennent ce chemin-là, c'est une américanisation de leur parti. Ils s'en vont vers être le Great Old Party, déjà le cas, non? les GOP, très Trumpiste, tout ça. Puis, dernière affaire, imaginez le scénario où Jean Charest devient premier ministre du Canada et François Legault se fait réélire. Ce serait incroyable. Pourrait juste Est-ce que François Legault va dire voter pour Jean Charest? C'est le gars qui a fondé son parti parce qu'il haïssait Jean Charest dirait aux gens de voter pour Jean Charest. Ça, je trouverais ça pourrait absolument incroyable. Non. Ça serait. Non. Ça serait. Quoi, non, je sais pas si ça va Viviane? arriver. Puis surtout qu'il a appris de sa leçon en plus. Ça s'est tellement mal passé la dernière fois qu'il a pris position dans l'élection fédérale. Ça se pourrait qu'il laisse faire, effectivement. Je pense qu'il va passer son tour. Mais moi, je pensais que tu allais dire, Ronnie, imaginez si c'est Jean Charest qui devient premier ministre du Canada et Gabriel Nadeau-Dubois. Ah, ça serait. Bon, je sais ce que vous allez me aussi. dire, mais comme premier ministre du Québec, c'est quand même Je veux juste faire remarquer une chose. un duo qu'on a envie de voir. Je pense, le dernier épisode que Clément Laberge, puis même il y avait François Larouche, j'avais parlé de l'hypothèse que le Parti conservateur du Québec prenne une place de plus en plus importante, puis on m'avait accusé de politique fiction. Là, je m'excuse, Viviane, mais je pense qu'on peut t'accuser de politique fiction. mais plus sérieusement, par exemple, je me demande si ça peut aider Québec solidaire si, si Jean Charest arrive à la tête du Canada. Puis sincèrement, je pense que oui. Pas que je vais pas prendre ma carte du membre. Non, je vais pas prendre ma carte du Parti conservateur puis voter pour Jean Charest. Là, c'est un cauchemar quand même. Mais je pense que juste d'un point de vue de points électoraux, je pense que ça peut donner un petit peu des cartes à Québec solidaire. En tout cas, ça rend l'opposition très naturelle, ça donne de la visibilité à Québec solidaire, ça leur donne de la pertinence, certainement. On dit le mot Jean Charest en ce moment, puis j'arrive pas on dirait que je crois pas. T'sais, on dirait que c'est comme. J'attends que genre acheter une couture sorte des buissons puis qu'il fasse. Tu sais, je sais pas, on dirait que c'est comme. Je vois des rassemblements de Jean Charest, genre, il y a vraiment une page, tout ça, puis je suis comme. Mais. C'est vrai, comme... je trouve ça très drôle ce que tu dis, mais Crime, on l'a vu un peu à l'œuvre. Là. Il est bon. Ouais. Oui, il est très bon, c'est ça. Il est bon. C'est ça le problème. Puis là, j'essaie, puis je te vois rouler des yeux, Viviane, mais Christy, puis je suis pas en train de dire, je suis pas en train de vouloir faire son éloge, mais Christy, quelle Christy de machine de politique talente. C'est tout à fait vrai. Mais ce que je voulais pas des yeux parce que vous avez raison, là, je pense que c'est peut-être Non, inquiète-toi pas. Je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris que tu roulais des yeux par rapport à moi ou à nous, mais vraiment par rapport au fait que je le vois. Tu sais, c'est sûr que ça te fait réagir. Oui. Parce que Christy, on est tous frappés, on est tous obligés de faire le constat, là. Je trouve ça intéressant que Ronnie, tu dises on dirait que j'y crois pas, puis on dirait moi aussi, on dirait que je le vois pas, puis j'ai l'impression que ça rejoint un peu quelque chose qu'on disait à notre dernière émission, surtout toi, justement, Ronnie, encore, que c'est quand même un politicien un peu de la vieille garde, avec des plus vieilles façons de faire, puis j'ai l'impression que les politiciens comme ça, il y a quelque chose qui les plante. Puis je vais faire le même parallèle avec Denis Coderre que j'avais fait la dernière fois. Je pense qu'il a joué, c'est un politicien d'expérience qui a joué sur son terrain d'expérience qu'il connaît, puis ça l'a très mal servi aujourd'hui sur la scène politique, et j'ai l'impression que Jean Charest pourrait faire... C'est un meilleur politicien que Denis Coderre, je l'ai dit la dernière fois, je le dis encore aujourd'hui, je le pense vraiment. Mais je pense qu'il pourrait faire un peu la même catégorie d'erreurs, le même genre d'erreurs. Mais sa campagne est gérée de façon très, très serrée, de façon très... c'est très choisi ce qu'il publie. C'est très... Puis
faut dire, tu sais, quand je dis que j'y crois pas, c'est que comme pour moi, mettons, il y a 1 an, là, on niaise là. S'il y a un auto qui s'en va, ça pourrait être qui? Puis là, je dis Jean Charest, puis là, on part tout à rire. On est comme jamais, tu sais, voyons. Puis là, on se donc, réveille, là. puis on est en train de parler de Là, ça. mais c'est comme Donald Trump à l'époque, Hey. tu sais, mettons, dans les années Ah 90, oui, tout à les gens fait. étaient comme Donald Trump, président. Puis là, t'es comme oh shit, genre. Il y a Frédéric Riberdy dans le chat qui nous dit que c'est notre Joe Manchin du Québec. Je sais pas qu'est-ce que... Je sais pas si la comparaison avec Joe Manchin il est peut-être un petit peu moins fou que Joe Manchin. mais je comprends l'analogie. mais c'est juste- Merci Frédéric, puis C'est un merci homme d'être plus à l'écoute respectable aussi. que Joe Manchin. là. Ah, Malgré tout. Là. Mais tu sais, pour finir ce genre, je pense que c'est juste. Je pense que l'opposition Trudeau-Charest dans une élection générale, en fait, Trudeau-Charest, Blanchet, Singh, ce serait quelque chose d'intéressant. Ce serait quelque chose qu'on aimerait voir en termes de. Pour les gens qui aiment la politique, là, comme nous. En tant que J'aimerais ça le show, voir là. en tant que show, parce que ça ferait des super bons débats. Tu sais, t'as 3 bons débatteurs. T'as Legault, Trudeau, pas Legault, pardon, lapsus. Trudeau, Charest et Blanchet sont trois très bons en débat. Puis, je regarde ce que Charest reproche à Trudeau. L'affaire des jets militaires. C'est quelque chose qui est sorti dans ses lignes de « Ah, ils nous défendent pas, blablabla, le Canada s'en fout, Trudeau s'en fout de l'OTAN, tout ça. » Il reproche les dépenses, puis tout le monde lui reproche les dépenses. Puis là, maintenant, il annonce qu'il va dépenser plus avec le NPD. Il lui reproche, tu sais, d'enfreindre les compétences du Québec, mais lui aussi, il dit qu'il est contre la loi 21. Tu sais, fait que c'est comme un peu... ça serait vraiment intéressant comme campagne. Puis je préfère ça à la campagne que Poilievre pourrait faire, qui serait juste Trudeau... tu sais, il est limite Forum économique mondial, Klaus Schwab, tu sais, tout le truc qu'on voit en ligne, là, c'est limite ça. Fait que avoir le choix entre les deux, je préfère même mieux voir Charest qui ne va pas alimenter le cynisme. Il va falloir qu'on continue à avancer dans nos différents sujets. Ça fait déjà 1 heure qu'on roule. On a encore toute la scène internationale à couvrir. Donc, je vous invite via cette transition. Parler maintenant à l'international. Donc, sur la scène internationale, ça fait plus d'1 mois que la guerre en Russie... la guerre en Russie... En Ukraine. En Ukraine, Plutôt en merci. Russie. Que la Russie a entamé son invasion de l'Ukraine. Donc, ça stagne. Il semblerait que ça stagne un peu. On entend toutes sortes d'éléments. Est-ce que l'information d'un bord comme de l'autre peut être prise pour du cash à chaque fois? On en doute. D'un certain côté, peut-être plus souvent que l'autre. Donc, on est à 1 mois, un peu plus d'1 mois même maintenant. On parle de pourparlers. On semble pas avoir... Les pourparlers semblent avancer, mais sur le terrain, il semblerait qu'on voit autre chose. Sinon, sur une note plus légère, c'est un sujet qui a éclipsé l'ensemble de tous les bons coups de cette soirée des Oscars, mais aussi du reste de l'actualité. L'Ukraine est même passée 3 ou 4e au rang de la nouvelle à cause de la fameuse claque que Will Smith a administrée. Hey, non, mais imaginez, OK? Puis je pense que je vais vous lancer directement là-dessus parce que plus que le temps avance, après, sur le coup, quand je l'ai entendu parler la première fois, quand j'y croyais pas, j'ai vu ça le lendemain, je suis pas ça beaucoup, mais imaginez que n'importe quel kidam était monté sur la scène pour sacrer une claque, sa gueule à un animateur. La police, il aurait sauté dessus, il serait déjà mort. Ça me rentre pas encore dans la tête, cet aspect-là. Comment il a pu monter là? Je sais pas s'il serait mort, mais il aurait été chaise? sorti de la salle certainement. Là. Christy, Mais- il est monté sa scène, il est redescendu, il s'est assis, il a continué à l'insulter un petit peu, on a continué le show. Moi, j'aurais beaucoup aimé voir, puis je suis pas assez persévérant pour fouiller à ce point-là, mais j'aurais aimé voir comment que Chris Rock a pu reprendre sa concentration puis finir son numéro. Est-ce qu'il a fini son numéro? Y a-tu quelqu'un ici qui a suivi ça? Toi, Ronnie, t'es full gossip, j'imagine que t'as tout suivi ça. Ouais, mais Vas-y, je veux voir si les autres ont quelque chose à dire avant. Là, non, vas-y, je veux savoir, pour Chris Rock, as-tu continué après son... Oui, il a continué, mais en fait, il présentait un prix, il a fait il disait un petit monologue, puis là, à un moment donné, il a fait une joke sur la femme à Will Smith. Pour ceux qui ne savent pas, elle a une maladie qui fait perdre ses cheveux. Donc, il a fait une référence au film G.I. Jane, qui est un film avec Demi Moore des années 90 parce qu'elle est chauve. Puis il a dit, j'ai hâte de voir le sequel dans lequel tu vas être.
Puis là, tu le vois rire de la joke, puis tu vois sa femme qui roule un peu des yeux. Fait que ce que les gens disent, c'est quand il a vu le regard de sa femme, il est allé, il a claqué le gars. Puis tu sais, oui, il l'a claqué parce qu'il l'a claqué, mais tu sais, en même temps, il l'a pas, il l'a pas, tu sais, comme, il a pas sucker punché. Non, mais quand même. C'est une claque dans le sens que c'est choquant. Il l'a vu venir, c'est sûr. D'ailleurs, que Chris Rock, tu sais, il a réagi à peu près 2 heures, puis il a dit, je suis encore en train de, processer ce qui s'est passé. Mais oui, tu sais, il a fini. J'imagine que c'est l'humoriste d'expérience avec 20-30 ans d'expérience. Mais il restait sur scène combien de temps après la claque? Moi, c'est ça qui m'intéressait. Une bonne minute, là, je te dirais. C'est humiliant en même temps de se faire frapper comme ça, comme si c'était juste un... Ouais, puis après, il a gueulé dessus, mais je sais pas si les autres ont autre chose à dire, mais rapidement là-dessus, en fait, c'est que il y a 2 camps qui sont comme formés. T'as les gens qui disent, le gars, il défend sa femme, puis il y en a un qui parle des femmes noires qui doivent être défendues, tout ça, blablabla. Puis t'as le camp de c'est inacceptable, tout ça, blablabla. Puis c'est surtout, il se fait plus condamner par... Et au début, les gens sont comme, il se fait plus condamner par les Blancs, tout ça, blablabla. Tu sais, Jim Carrey qui est sorti hier, qui a dit, c'est inacceptable. Puis après, t'as quelqu'un comme Kareem Abdul-Jabbar, qui est genre un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps, qui a fait un article de fond qui a dit ça fait mal aux femmes et ça fait mal aux Noirs, ce que Will Smith a fait, parce que ça nous dépeint d'une certaine façon. Et ça ne fait pas avancer la cause des femmes noires que sa femme est, qui veulent qu'on les prenne au sérieux et qu'on les défende, tout ça. Puis sa femme, en plus, c'est une femme forte de Hollywood. Là, elle est très respectée, c'est un power couple. Puis personnellement, moi, Will Smith, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une célébrité que j'affectionne particulièrement depuis que j'ai au moins 12 ans. Là, puis fun fact, je partage ma date de fête avec lui. Fait que, à chaque fois que c'est ma fête, je me dis, c'est la fête de okay. J'écoute la chanson de Fresh Prince. Je pense qu'il est temps que je passe la parole à quelqu'un. Ouais, passe à quelqu'un d'autre. Tout ça pour dire que je vais voir ce que les autres ont à dire. Puis ben écoute, il y a l'Ukraine aussi dans le dossier. Là, fait que si ça vous inspire pas, la claque sur la gueule, LP, voulais-tu réagir sur cet aspect-là? Excuse-moi, j'ai mis mes notes dans le fond. Je pourrais aller voir si tu avais de quoi là-dessus. Je peux bien en parler. Vas-y donc, parle-nous-en. Je pense que j'avais un peu la réaction que tu avais un peu avec comment est-ce que ça a fait pour se produire. Ouais. En plus, là, avec la COVID, j'aurais dû rester à 2 mètres. Là. Mais, ouais, non. Tout d'abord, je me suis demandé pourquoi ça s'est passé. Puis, après ça, je me suis dit aussi, Colin, qu'est-ce que ça m'intéresse pas tant que ça, les Oscars? J'ai l'impression que ça m'a choqué bien de plus qu'il y ait du monde qui se tape sa gueule au hockey la semaine passée, que quelqu'un monte sa scène puis frappe quelqu'un dans un autre pays. Moi, ce que je trouve épatant, c'est que quelqu'un puisse monter sur une scène sans que les services de sécurité interviennent. C'est ce que je trouve absolument je pense que tout le monde est donné un trophée, checké. Comme il n'y a personne qui rentre là, c'est pas des randos là, qui s'en vont checker les Oscars. Le monde en dehors de l'univers, ça. C'est complètement fou. Viviane, voulais-tu amener un point, toi? La seule chose que... J'ai vraiment rien à dire là-dessus, à part que on en a tellement parlé, puis j'ai tellement vu beaucoup, surtout, tu sais, René t'a dit qu'il y avait 2 camps, mais j'ai vu des tonnes de points de vue ultra nuancés, là, qui généralement condamnent le geste, mais qui rajoutent un addendum, là, puis j'ai comme... Je suppose que nos auditeurs aussi ont été super attaqués de toutes parts par toutes sortes de publications, de réflexions sur le sujet. J'ai l'impression que je peux rien ajouter de plus à ce qui a déjà été dit. Parlons Ukraine. Ukraine, LP, ça, là-dessus, j'ai vu dans tes notes que tu avais une chose à nous dire là-dessus. Là, je pense que, juste être sûr, le Ronnie, t'avais-tu terminé? Ben, on parlera pas de Will Smith pendant toute la soirée. Faut pas starter, faut pas laisser la voix, ouvrir la voix à Ronnie sur Will Smith, on est fait, man. Non, je veux dire, c'est quelque chose de choquant qui s'est passé dans une cérémonie que j'écoutais pas, puis là, j'ai vu ça, puis en tout cas... mais on est pas pire, parce que je pense que personne ici l'a écouté, mais on a quand même parlé pendant 5 minutes. Mais c'est vrai que je m'en calais, c'est pas mal aussi des Oscars. Non, je m'en calais vraiment des Oscars. Vas-y, ça m'intéresse pas beaucoup. Allons-y avec les... Mais quand même, c'est un phénomène assez épatant, là, cette histoire de claques à la gueule-là. Mais en tout cas, faut croire au final, ce qui est intéressant, c'est que ça nous intéresse toutes pas, mais que, comme tu dis, on en parle toutes, puis ça, c'est
quand même un gros symbole de quel point ce qui se passe aux États-Unis est comme beaucoup trop important dans notre vie pour que ça fasse du sens. Là. Sérieusement, là, ce qui se passe dans un pays qui a des lois complètement différentes, une culture qui devrait être complètement différente, ça devrait pas autant nous choquer puis venir nous chercher dans nos valeurs à nous, comme si c'est moi qui avais monté sur la scène puis qui avait tapé quelqu'un. Cette notion-là, cette différence-là que tu soulignes, je la trouve intéressante, puis je fais un lien avec ce que Viviane nous disait sur les fameux addendums, parce que en lisant, moi aussi, j'ai vu à peu près 6, 7, 8 points de vue différents avec des nuances, puis inversés, puis tout, puis avec la notion raciale et ainsi de suite, politique et tout. Puis j'en suis venu à la réflexion que, au final, je me disais, crime, j'ai l'impression de ne pas avoir l'information nécessaire pour analyser cette situation-là. Il faut vraiment être dans le... Je pense qu'il faut être un peu plus américain. Puis moi, je suis du fort de Charlebourg, là. J'étais comme... J'ai vu un dude qui sacrait une claque sur la gueule à quelqu'un au milieu d'une scène, puis j'ai fait, ben voyons, man. Puis je pense que c'est à la limite, c'est à peu près tout ce que je peux... Après avoir lu tous les points de vue, je me suis dit, waouh, ok, je manque ben trop de contexte pour pouvoir analyser ce truc-là. Ce qui ne nous a pas empêché, encore une fois, d'en faire un. On est rendu à 10 minutes. On a fait 10 minutes sur cet aspect-là. Men in Black, c'est hot. Non, c'est une blague. OK, on continue avec l'Ukraine. Tu disais, OK, la guerre en Ukraine, LP, j'essaie de te lancer là-dessus à partir de tes propres notes. La Russie va continuer à essayer de ramasser tout ce qui traîne, qui fait pas partie d'une coalition. Cela dit, je trouve ça très drôle, quelle bonne phrase. Cela dit, c'est plus les fermiers ukrainiens qui ont l'air de ramasser tout ce qui traîne de ce temps-là. Mais qu'est-ce que tu... Vas-y, je te laisse étayer ton point de vue, LP. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est quelque chose... c'est un phénomène qu'on a vu là, quand même dans les 15-20 dernières années, là, que la Russie ramasse des petits bouts qui traînent... qui fait pas partie de l'OTAN ou qui fait pas partie ou qui est pas important pour ou en tout cas évidemment pas important, mais tu sais qui est pas qui fait pas partie justement d'un groupe puissant, puis il y a pas vraiment de signe que ça va arrêter. Fait que là, peut-être qu'avec l'Ukraine, ils vont comme avoir frappé un petit peu trop un mur là, pour se relancer immédiatement dans quelque chose d'autre. Mais tu sais, c'est très, très, très difficile. Tu sais, j'écoute, j'entends, je lis beaucoup d'analyses. Là. Puis, je pense qu'au final, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui va arriver, autant militairement que politiquement. Puis, tu sais, parce que de certains côtés, on entend « Ah, Poutine va se faire renverser » ou « Ah, c'est le Waterloo de Poutine » ou c'est... Mais, tu sais, il n'y a aucune certitude de ce côté-là. Il n'y a aucune certitude. Une chose qu'on voit, c'est que les pays qui orbitent autour de l'Ukraine et qui sont justement ces fameux petits restants non affiliés-là que tu soulevais tantôt, commencent à se préparer et à ils commencent à y penser, à savoir qui seraient peut-être les prochains. Donc, ouais, ça refait un peu la carte géopolitique parce que le monde essaie de rejoindre quelque chose, puis tu sais, peu importe ce que c'est, autant essayer de rejoindre l'OTAN, c'est peut-être l'OTAN, c'est quand même une organisation qui est un petit peu complexe à embarquer dedans. L'Union européenne aussi. Mais l'Union européenne, vu que ça vient avec tout un package d'autres affaires, ça devient avantageux pour l'Union européenne d'accueillir des pays. Contrairement à l'OTAN, ça devient plus souvent un risque pour l'OTAN d'accueillir des pays qui sont peut-être moins militairement puissants. Fait que, vu que c'est pas mal juste une alliance militaire, c'est moins pertinent pour l'OTAN d'aller chercher des alliés de ce côté-là, contrairement à l'Union européenne. Viviane, tu n'avais rien à nous dire sur Will Smith, mais tu aurais peut-être des choses à nous dire sur l'Ukraine. C'est drôle parce que la dernière fois qu'on a fait une émission, je pense que la guerre a commencé dans les heures qui ont suivi ou vraiment peu de temps après. Puis j'ai comme eu l'impression aussi c'était pas quasiment en même temps en réalité là. Puis j'ai vraiment eu le sentiment que mon Dieu, il y avait pas une belle valeur tablette notre épisode parce que on était
je veux dire, Je tiens à l'actualité, préciser, c'était le début de la guerre. Puis, on a quand même Vas-y. eu au-dessus de 2000 écoutes sur cet épisode-là. Seulement, ouais, seulement aïe, aïe. qu'avec Facebook, là, sans compter les autres plateformes. Mais je te laisse poursuivre. Ouais, il va falloir que j'investisse dans une meilleure caméra, moi. Oh que oui, mais ça, on s'en occupe. Je vais On t'arranger s'en ça, parlera. comme je disais. Mais, Mais vas-y, Viviane, je voulais pas te... bref, il s'en est passé des choses hein, depuis ce moment-là. En passant, mon nom de famille, Martinova, c'est bulgare. Je le précise parce que les consonants slaves, des fois, on ne sait pas, puis on se pose des questions. Là. Ma mère est d'origine bulgare. Puis, je pense que Vladimir Poutine, avec le temps, s'est entouré de gens qui disaient ce qu'il voulait entendre et que ça lui a donné une image tordue, optimiste de son point de vue, de la situation, de ses possibilités de faire des gains et tout ça. Mais bon, déjà, tout ça, c'est du passé. Ce qui est intéressant maintenant de suivre, c'est les pourparlers qui, semble-t-il, avancent. On aurait apparemment du feedback positif ou optimiste des deux côtés, tant du côté ukrainien que russe. Puis la grosse question qui se pose, c'est espérons que c'est pas simplement du côté de la Russie pour gagner du temps pour consolider ses forces, avoir davantage de gens. Et mais quand même, aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est un petit peu des lueurs d'espoir parce que je sais pas comment vous avez vécu ce début de guerre-là, mais je pense que dans l'ensemble du monde, ça a été vu comme une espèce de grosse claque d'en face là, après 2 ans de pandémie, pas totalement terminée, une autre catastrophe absolument considérable qui a des conséquences concrètes, même sur nos vies de l'autre bord de l'océan. C'est très dur sur le moral. Pour répondre à ta question, j'ai perdu le focus de ma caméra, pas de mon propos. Je la trouve intéressante ta question, savoir comment on l'a vécu, parce que moi, depuis, écoute, je pense que je suis le plus vieux ici ce soir, assurément. Puis j'ai vécu la guerre froide, là. Moi, quand j'étais kid, tout ce qu'on regardait à la télé nous apprenait à détester tout ce qui était rouge. Les dessins animés nous entraînaient, nous conditionnaient à devenir des petits soldats. C'était ça, là, tu sais, j'en ai un paquet, là, d'exemples de Goldorak à G.I. Joe, puis à l'Aube Rouge et compagnie, c'était ça, tu sais. Puis, bon, on a vécu dans cette espèce de menace nucléaire-là moi, j'étais quand même kid, fait que c'était un peu intangible, là, puis là, il y avait toutes sortes de films qui nous apprenaient à survivre à un holocauste nucléaire, tu sais, puis c'était déguisé en série télévisée, tu sais, mais c'était quand même ça, c'était quand même des séries qui nous montraient comment résister aux radiations puis tout ça, rester loin en tout cas, puis c'était loin dans ma tête, il y a eu un jour où les Russes sont devenus nos amis, puis soudainement, je vais vous dire là, que pendant 7 à 10 jours, les 7 à 10 premiers jours de la guerre, avec les menaces de Poutine qui semblait qui était crédible, qui était en tout cas, moi j'ai trouvé que j'ai pris au sérieux. N'oubliez pas qu'on a l'arme nucléaire exact. Dès le début. Ouais. Puis j'ai pris au sérieux, je me suis retrouvé à un moment donné me suis rendu compte qu'à tous les matins, depuis, ça faisait peut-être 7 à 10 jours, qu'à tous les matins, première chose que je vérifiais, c'est s'il y avait une bombe atomique qui avait explosé sur Terre. Ça, puis là, à un moment donné, ça m'a flashé, j'ai fait « Hein? Aïe, j'étais en train de vérifier ça, là. Si je suis rendu... Ça a été ça, mon gros constat. Ça s'est un peu calmé. Cette espèce d'angoisse-là a beaucoup baissé dans les 10 derniers jours. Je vous dirais, tu sais, que ça a été il y a eu un gros pic, puis là, ça s'est calmé. Mais ce qui m'a fait le plus mal à l'intérieur de tout ça, c'est de voir notre impuissance face aux tyrans, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça excessivement difficile, parce que je me suis toujours dit qu'on peut même pas accepter de recevoir une menace nucléaire. Une simple menace nucléaire devrait déclencher tout ce qu'on est capable de faire pour éteindre cette menace-là immédiatement, dans une frappe absolument dure, impitoyable et totale. Puis c'est pas ça qui est arrivé, tu sais. Puis, puis ça fait des années qu'on les voit, les dictateurs se mettre en place.
Je suis rendu là, je suis là. Je sais plus. Rendu là, Puis là, j'ai l'impression, par contre, que Poutine, à travers ça, a fait une erreur. C'est que maintenant, c'est vraiment l'homme à abattre. Puis, ça m'étonnerait qu'il finisse que son plan, selon son propre point de vue, là, son plan à lui, se voit le jour. En ce moment, il s'est brûlé. Là, il va y avoir une traque contre lui jusqu'à temps qu'on l'ait. Plus que ça m'étonnerait, c'est ça, que ce soit pas clairement la fin, le déclin du régime Poutine, directement en lien avec ça. Ronnie? Tant mieux. Ouais. Moi, au début, j'ai des parents qui ont immigré de l'URSS au Canada. Donc, mes parents, j'en parle beaucoup avec eux. C'est vrai, hein? Tu nous avais conté ça. Ils parlent la langue en plus, donc j'en parle beaucoup avec mes parents. C'est vraiment... Au début, j'étais inquiet comme tout le monde, je voyais ce qui passait. En plus, je me suis dit, les Ukrainiens n'ont aucune chance, c'est l'armée russe, tout ça, ils vont se faire prendre leur pays vraiment rapidement. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé, ça fait plus qu'un mois. Puis, voir le peuple ukrainien, ça m'inspire beaucoup. En même temps, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas à vivre ça. Mariupol, il y a eu plus que 5000 morts, c'est quand même quelque chose de tragique. Après ça, j'ai eu une période où j'étais vraiment fier de mon gouvernement. Puis là, je sais que vous vous identifiez comme souverainiste, mais je pense que même en tant que souverainiste, on peut reconnaître. Je pense qu'on aurait entièrement collaboré en étant deux pays que le dans Canada, la même direction. A très bien agi. Puis, après ça, j'ai vu Justin Trudeau, Mélanie Joly, tous les ministres aller là-bas, aller parler. Puis, il y a une partie de moi qui était contente de ça. En même temps, j'étais comme oui, mais il y a des difficultés consulaires. Les gens n'arrivent pas à avoir des services, tout ça. Puis après ça, il y a eu le débat sur l'Arctique. Fait que c'est sur l'Arctique, sur l'OTAN, sur est-ce qu'on devrait mettre plus d'argent. Fait que c'est un peu un tout. Puis je suis rendu à un point où je suis plus vraiment les développements quotidiens, dans le sens que j'ai plus envie de savoir, OK, il y a combien de morts et tout ça. C'est un peu comment je me sentais avec la COVID. C'est qu'au début, c'était comme on écoutait les conférences de presse. Puis à un moment, j'étais comme OK. Mais c'est plus une affaire de. Je pense qu'on est rendu à un point où est-ce que, en tant que pays, que citoyen, que tout ça, on réussit à déployer des efforts, ce qu'on peut faire, là, les choses humbles. Après ça, ça reste plus entre nos mains parce que l'humanité est ce qu'elle est, puis les gens, des fous, ils vont en avoir tout le temps, tout ça, puis c'est important qu'on se tienne. Tu sais, aujourd'hui, je scrollais sur Facebook, là, puis je vois dans un groupe d'emploi sciences politiques, il y a une fille qui dit j'ai décidé de parrainer quelqu'un en Ukraine, tout ça. Puis là, c'est une jeune fille qui a étudié un bac de l'Université de Beyrouth. Elle veut venir au Canada se trouver une job, tout ça. Est-ce que quelqu'un, si jamais vous entendez parler d'une position d'entrée, tout ça, est-ce que vous pouvez me faire signe pour elle, tout ça? Elle parle telle langue, elle parle pas français encore, elle va apprendre. Voilà. Ça, c'est le genre de truc que je trouvais le fun, que quelqu'un prenne cette initiative-là, les gens qui accueillent des Ukrainiens chez eux, les gens qui demandent au gouvernement d'améliorer les services consulaires. Je pense qu'il faut vraiment se rappeler que c'est le genre de truc qu'on peut faire des dons. Il y a le conseiller municipal à Montréal là, qui met de la musique à chaque jour là, devant le consulat russe. Ça change rien sur le terrain là-bas, mais c'est pas moi qui vais envoyer l'armée, c'est pas moi le faiseur de politique publique. Fait que je trouve que ça sert à rien, pas ça sert à rien, mais ça rajoute de l'angoisse pour rien que de dire oh man, est-ce que la bombe va exploser, tout ça. J'ai passé cette période-là, puis maintenant je pense que je fais confiance aux gens qu'on met dans les positions de prendre des décisions pour nous, qui vont faire que j'espère qu'ils vont faire les choses qui sont censés faire, la solidarité internationale, la solidarité humaine. Ça fait des années que je me dis que le Canada devrait revenir vers une politique étrangère plus humaine, plus solidaire, plus basée sur aider les gens qui sont dans le besoin. Puis si on s'en va vers ça, puis si l'humanité s'en va vers ça, tant mieux, Puis après, pour ce qui est de sur le terrain, militairement... Ouais. Je sais pas, c'est hors de mon contrôle. C'est hors de notre contrôle, mais j'ai quand même été... je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas été plus fort, d'une façon qu'on n'ait pas mis les forces des pays qui ont comme valeur la liberté au service de l'Ukraine, à savoir d'aller carrément à leur défense, que ce soit à travers le temps ou pas. Ça me déçoit beaucoup. Je suis pas du genre à dire j'ai honte de mon pays ou ce genre d'affaire-là. Ça, j'ai toujours trouvé que c'est de la merde. Mais ça m'a quand même déçu de voir qu'on n'a pas été une force convaincante, puis comme on est capable
de l'être pour être aux côtés des Ukrainiens puis les aider à se défendre parce qu'il reste. Puis là, je reviens à notre discussion sur les maisons de Mike Ward. Là. Mais mon point, c'est qu'il y a des gens qui meurent là. Je le sais, là, qu'il y a toute une histoire très complexe, là, puis il y a toute une géopolitique qui me dépasse absolument, puis j'en suis conscient. Mais il reste une chose, c'est qu'il y a des victimes actuellement totalement innocentes qui sont massacrées. Puis cet aspect-là, oui, à quelque part, ça me fait ressentir une forme de honte que les pays coalisés, les pays de la liberté, des valeurs qui brandissent les valeurs de liberté, n'aient pas été présents et ont cédé à des menaces d'un groupe qui finalement est pas mal moins bien organisé qu'on aurait pu, qu'on a voulu les voir au départ. Puis LP, je t'envoie la POC par rapport à ça, parce que c'était je sais, pour avoir d'autres discussions sur différents chats avec toi, tu sais, cette notion-là de logistique, c'est le gros point faible des Russes. On devait le savoir. Ils sont même pas capables de rendre, finalement, leur ravitaillement jusqu'au bout de où ils vont se battre. Ils lancent une pierre, puis après ça, une fois que la pierre est lancée, le chemin est quand même pas tracé. Est-ce que c'est le plus gros... Est-ce que c'est ça le talon d'Achille des Russes? C'est la logistique? Ben, je pense que premièrement, avant ça, on a parlé de Poutine, puis qui est entouré par une gang de yes men. Puis il semble avoir comme un gros problème là, dans sa gestion de l'armée, parce que au final, le politique demande quelque chose, puis là, il va voir son ministère qui est associé à ce qu'il veut faire, puis il donne une mission, right? Fait que ça serait la même affaire en santé ou en whatever. Là, lui, il dit, je veux l'Ukraine, puis je veux qu'en une journée, on ait conquis Kiev. C'est à peu près ça la mission. Puis si tu es entouré d'une gang de yes men, puis qui disent, oui, monsieur, on va vous faire ça. Et des yes men depuis des années. Ben, c'est parce que là, après ça, si ça chie, puis que le monde te donne l'information qu'ils veulent, parce que c'est l'URSS. Je pense que ça vient de deux côtés. Oui, peut-être que c'est entouré de yes man, mais aussi le monde autour de lui ont réalisé qu'il allait beaucoup plus réussir dans la vie s'il était yes man, tant qu'il se passait rien. Mais il y a la peur aussi, on l'a vu, là, son ministre. Bon, c'est ça. Fait que, au final, c'est ça qui se passe, c'est que il n'était pas conscient, ou il y a des gens qui n'étaient pas conscients. Sais-tu qu'il n'ait pas le bon portrait lui-même de l'état de ses forces? Moi, je pense qu'il ne savait pas. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il ne savait pas du tout à quoi il s'attaquait. Je pense absolument qu'il pensait lui-même qu'ils sont plus forts, plus à la fine pointe de la technologie qu'ils le sont réellement, justement à cause de ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il s'entoure de gens qui finissent par dire ce qu'il veut entendre. Puis je pense que ça fait en sorte que, comme avec Trump, finalement, là, des gens qui sont déconnectés totalement de la réalité, là, puis Poutine, c'est dans une mesure assez extrême, parce que tout le monde, je veux dire, il doit se sentir menacé constamment. Là. Est-ce qu'une blessure d'orgueil de Poutine pourrait déclencher une attaque nucléaire? Je sais pas. Il faudrait connaître Poutine pour répondre plus personnellement, là, je pense. Pour répondre à la faut être mais... Est-ce qu'il est suffisamment fou pour ça, selon vous? Mais je suis curieux de vous entendre là-dessus, Ronnie. Est-ce qu'une blessure d'orgueil pourrait déclencher une frappe nucléaire d'un individu comme ça? Je sais pas, honnêtement, parce qu'en fait, la question, c'est s'il fait ça. Hein? C'est chez vous, là? Et mon collègue qui vient d'entrer, qui est au téléphone, oui. Il n'y a pas de souci, continue, on n'en parlait pas beaucoup. La question, c'est s'il fait ça, qu'est-ce que le reste du monde est prêt à faire en retour? Parce que pas la logique, mais ce qu'on se dit, c'est si lui, il frappe n'importe quel endroit avec une bombe nucléaire, les États-Unis ou peu importe, n'ont pas le choix de répondre. Mais est-ce qu'on veut vraiment aller vers cette escalade-là de je te bombarde, tu me bombardes? Est-ce que c'est 1-1? Est-ce que c'est je te lance une bombe, tu lances une bombe? On ne le sait pas. Fait que je pense que même lui, il ne le sait pas. Et je pense que pour ça, il ne se rendrait pas au point de dropper une bombe nucléaire. C'est un des gestes les plus comme... le geste le plus sérieux que tu peux faire en tant que chef d'État d'un État mondial, c'est de lancer une bombe nucléaire. Donc,
Mais l'affaire, c'est que c'est un Je peu ça reviens- aussi. Je sais pas. Vas-y, LP, après ça, L'attaque en Viviane. Ukraine, là, c'est un peu ça. C'est de poker, puis de voir à quel point est-ce qu'il peut poker. Ben, c'est ça. Puis C'est quand ça. est-ce qu'il va falloir qu'il arrête de poker. Fait que, tu sais, C'est- escalader jusque-là. Mais faut faire attention, là, c'est pas, tu sais, comme c'est pas parce que quelqu'un pèse sur un piton rouge qu'il y a une bombe qui tombe à quelque part non plus. Là. Mhm. Il y a des systèmes de défense, il y a, tu sais, comme quand même beaucoup Non, de c'est choses ça. qui sont en place. Puis là, je dis pas qu'on est invulnérable puis que s'il lance un missile nucléaire, il va rien se passer. Mais tu sais, dès que quelqu'un pèse sur un piton, il y a des chances qu'on sache qu'il a pesé sur le piton, on sait où est-ce que ça s'en va. Tu sais, comme il y a tellement Mhm. beaucoup de calculs qui vont rentrer en cours, C'est pour ça que j'ai puis des l'impression que décisions qui se font à la minute près. la réplique que- pourrait être d'un autre ordre, puis aller d'une façon plus chirurgicale que justement d'une frappe équivalente nucléaire. Viviane, tu voulais amener un point? Ben simplement, bon, il y a personne d'entre nous, je pense, qui connaît, qui est en mesure de poser un diagnostic sur la personnalité de Poutine, puis ce qu'il pense vraiment, puis... Mais c'est sûr que, en tant que... Comme personnalité, il donne l'impression d'être quelqu'un qui aime, qui souhaite le prestige qu'il Laisser a sa marque. connu du temps de l'URSS, de sa culture, de la culture russe. C'est d'ailleurs dans son discours là, de dire que ben, l'Ukraine, ça fait partie de la Russie culturellement, là, c'est la même chose, un peu comme... Bref. Qu'est-ce qu'il aime d'autre? Qu'est-ce qu'il est prêt à risquer? Je pense qu'il est prêt à risquer beaucoup, surtout de son propre pays, de sa propre population, pour parvenir à ses fins plus... Pauvre peuple prusse, man. Ouais. Bon, ben écoute, Ouais, c'est sur ces paroles tristes qu'on va tranquillement se quitter. Merci Mais beaucoup. Denis, ça se peut qu'il Oui, y quoi? ait du positif qui sort de là. Ok, mais t'as peu, on va te... Puisque tu me ramènes, t'as le spot, vas-y. Parce que, outre tous les effets que ça a en Ukraine, ça pousse beaucoup de gens à se repositionner sur les questions de la mondialisation. Puis autant que la pandémie le fait, tu sais, on dirait que ça rentre tout dans le même... C'est la poursuite de la réflexion. Ouais, puis là, surtout avec la question du pétrole puis du gaz en Europe, est-ce qu'on a besoin d'aller acheter L'autonomie. Ben, premièrement, est-ce qu'on peut être autonome? Deuxièmement, est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser des ressources naturelles qui viennent d'à quelque part? Ouais. Tu sais, du solaire, puis je veux dire, il y en a pas mal partout. Tout le monde va passer au Puis, nucléaire. après ça, ça pose aussi la question à quel point est-ce qu'on est prêt à entrer en partenariat avec des pays comme ça. Puis c'est drôle parce qu'en fin de semaine, il y avait la course de Formule 1 à Jeddah en Arabie Saoudite. Puis pendant la course... Il y a eu des frappes. En fait, ben, c'est ça, ils sont encore en conflit avec l'Arabie Saoudite. Le Yémen. Ben, en conflit. Le Yémen, ouais. C'est pas mal à un sens, là. Mais c'est ça, il y a un missile qui est tombé, ou en tout cas, il y a une frappe sur une raffinerie d'Aramco, là, ou une raffinerie, ou en tout cas, une installation d'Aramco. Puis c'était juste à côté de la course, puis ça l'a poussé encore tout le monde à se poser des questions sur est-ce qu'on devrait faire une course de Formule 1 dans un pays où Mais est-ce c'est qu'il y ça. a ce genre de situation-là? C'est un peu ce que je voulais dire tantôt quand je disais on a laissé pendant des années ces gens-là se grandir puis prendre de la force. Puis on serre la main du diable pour reprendre le titre d'un livre célèbre ou d'une expression connue peut-être. Mais c'est carrément ça. Puis à un moment donné, c'est parce qu'il faut les arrêter, ces individus-là, avant qu'ils acquièrent le pouvoir, qu'ils leur laissent croire qui peuvent détruire une nation. En tout cas. Fait que j'espère que la guerre va arrêter. J'espère que le monde va ça m'a arrêter pas de mis souffrir, plus mais positif. au moins, on réfléchit. Oui, on réfléchit. Si ça amène ça. Comme je disais, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'était notre épisode pour aujourd'hui. Merci à mes collaborateurs. Merci beaucoup, Viviane Martinova-Croteau, d'avoir été parmi nous.
Merci beaucoup, Ronnie Al-Nazir, de t'être prêté au jeu encore cette semaine. L'ineffable. Merci. On aime beaucoup tes interventions. Et merci LP pour d'avoir été présent. D'ailleurs, c'est ça qui est le fun avec les engagés publics du futur. Il va en avoir moins, on vous l'annonce. Il va en avoir peut-être, ça va être mensuel. On va pouvoir vous en parler d'une façon plus précise bientôt. Mais ça va être en direct et on va essayer de tout le monde être présent. Cette semaine, il nous manquait Benoît. On a une pensée pour Benoît aujourd'hui spéciale. Une pensée émue, on l'aime beaucoup. Puis on souhaite qu'il soit avec nous pour les prochains épisodes à partir du mois prochain. Puis on va continuer à avoir des entrevues aussi. On vous concocte des petits trucs assez intéressants, même des choses exclusives. Donc, ça va nous faire plaisir. On va être bien fiers de vous montrer tout ça. C'est Denis Martel qui est au micro. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie pour vos commentaires. Le live, j'adore ça parce que je peux vous lire. Merci à Frédéric. Merci à Alexandre. Merci à Mathilde. Merci d'avoir été à l'écoute. Je pense que ça fait à peu près 14 fois que je le dis. Fait qu'il va falloir à un moment donné que j'arrête. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram. On est partout. On a un Patreon. Vous pouvez même vous abonner aux formations politiques qui ont été montées par François Larouche. On a une boutique où vous pouvez aller acheter toutes sortes de cochonneries qui vont voyager à travers le globe et contribuer à détruire un peu plus cette planète. Donc, merci beaucoup encore une fois. Puis on se reparle lors d'un prochain épisode. C'est vendeur, mon affaire. Vraiment. Malade.